La Tribune présente le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Retour dans le 18-19 avec mon invité Loïc Quentin, le président de la FNAIM. Bonsoir Loïc Quentin. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Vous aussi, beaucoup de questions à vous poser. Vous avez votre propre actualité. Enfin, vous avez beaucoup d'actualités parce qu'il y a aussi la question du budget. Vous avez piqué un coup de gueule en disant mais attends, c'est une véritable catastrophe pour l'immobilier. Mais vous avez d'abord, c'est votre actualité, non pas la conférence sociale demain sur le travail, mais vous avez votre congrès, lundi, grand congrès, comme chaque année, pendant 2 jours. Avec une ouverture d'Édouard Philippe. Vous faites un peu de provocation, non, vis-à-vis du gouvernement? C'est pas une provocation. Parce que c'est lui, il ne veut pas voter le budget, enfin, il se démarque, il veut dire qu'il faut que Macron démissionne, et vous l'invitez au congrès de la FNAIM. C'est pas une provocation, c'est aussi le témoignage d'un homme qui a été Premier ministre, c'est le Premier ministre qui a occupé le poste le plus long dans les 2 mandats d'Emmanuel Macron. Donc, je dirais c'est aussi... Il devait venir à notre congrès l'année passée, on l'a invité cette année, il a accepté. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un témoignage important d'un ancien Premier ministre à ce congrès, sur sa vision aussi politique sur le logement, puisqu'il est candidat à la présidentielle. Vous avez quand même quelqu'un du gouvernement? Bien évidemment. Oui, Notre ministre, Vincent Jeanbrun, sera là le lendemain avec un face-à-face, avec lui, et notamment, comme je le serai avec Édouard Philippe, pour lui poser des questions, notamment sur leur vision respective, notamment du logement. Alors évidemment, la vision du logement, on va revenir là-dessus, Loïc Quentin, mais c'est intéressant parce que c'est à 3 mois des municipales. C'est un enjeu très important pour les maires, le logement, l'immobilier, parce qu'on voit bien qu'il y a une énorme crise du logement. Vous-même vous dites on n'a plus de crise de l'immobilier, on a une crise du logement. Donc c'est un enjeu pour les municipales? Eh bien, ça va devenir un enjeu pour les municipales, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de une cristallisation politique de tous les sujets au travers des municipales qui arrivent, et demain avec les présidentielles. Et ce qui nous fait, je dirais, laisse présager que pendant ce temps-là, rien ne va se passer pour le logement. Les mesures qui devraient être prises ne seront pas prises. Et on sent déjà avoir des tensions dans les différents territoires, notamment avec un retour du vieux spectre, encadrer les loyers dans les villes. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui vient d'adopter en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, visant à recadrer l'encadrement des loyers dans toutes les grandes villes, non plus sur être candidat, mais de façon automatique quand le maire le décide. Vous êtes opposé complètement à l'encadrement des loyers? Bien évidemment. Parce qu'on voit que ça peut permettre, notamment alors dans la capitale où les loyers sont quand même très très élevés, ça peut permettre à des familles d'habiter dans la ville. Vous savez, aujourd'hui, l'encadrement des loyers ne concerne qu'un nouveau logement qui arrive sur le marché. Oui. Or, aujourd'hui, 48% du parc locatif est déjà soumis à un plafonnement de l'augmentation du loyer, qui est soumis à la seule variation de l'IRL. Donc l'encadrement n'a rien à voir là-dedans. Ouais, dès qu'un logement se libère, il est plafonné en augmentation. Et je rappelle quand même que l'indice, l'IRL, a augmenté moins vite que l'inflation ces 10 dernières années. Donc c'est un repère. Donc je crois que c'est plutôt, je dirais, une vision idéologique et un peu dogmatique de comment résoudre la crise de logement. On ne va pas résoudre la crise de logement en faisant une goutte de plus d'eau qui va faire déborder le vase, à savoir que déjà il y a une perte de confiance totale des Français dans l'investissement locatif. Oui, on va revenir sur ces 3 points. C'est la question du statut du bailleur privé, on va revenir sur la crise de l'immobilier. Moi j'ai quand même juste un petit point dans l'actualité. On a vu un aller-retour un peu rapide sur la mise en place éphémère d'une la taxe foncière, l'augmentation de la taxe foncière, pas mise en place, mais d'une hausse de la taxe foncière. Est-ce que vous trouvez que c'était quand même une aberration de faire ça en ce moment? Surtout en ce moment. Ça risque de revenir, hein, c'est pour ça que Oui, dans tous les cas, c'est un vieux débat. Vous savez, depuis longtemps, on parle de réviser les valeurs locatives cadastrales. Depuis 30 ans, j'entends ce débat que nous n'avons pas engagé et qui avait été fait d'ailleurs sur les valeurs locatives commerciales, mais pas en matière d'habitation. Donc c'est un vieux débat qui va ressurgir, parce qu'aujourd'hui, de le faire de façon arbitraire et notamment en recadrant les éléments de confort pour augmenter la taxe foncière, est-ce que c'est la réponse à l'appel des maires d'avoir de nouvelles ressources pour lequel, vous savez, les recettes... Les recettes sur l'immobilier, c'est 48% des recettes des collectivités locales. Bah oui. Donc c'est quelque chose de très important. Je pense que dans tous les cas, on l'a déjà vu, l'augmentation de la taxe foncière, et notamment au regard des droits de mutation sur les transactions à titre onéreux, ont fait l'objet d'une augmentation permise par le gouvernement. Donc je crois que le moment était malvenu pour augmenter, notamment envoyer un
un signal d'augmentation. Oui, mais en même temps, vous le dites bien, c'est quand même pas la principale, mais enfin oui, c'est le principal revenu Oui. des collectivités Bien locales. Or, les droits de mutation, ils ont baissé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise de l'immobilier. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez les rassurer en disant on est sorti de la crise de l'immobilier ? Alors vous savez, il y a déjà eu des crises de l'immobilier. On a eu une crise en 2008 et déjà il y a eu un cri d'alerte. On était tombé à 577 000 transactions. Là, on est tombé qu'à 850 000. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a connu pire en situation. Je crois que les maires auraient dû notamment être attentifs à l'évolution d'un marché qui n'est pas réglé pour l'éternité, qui peut à tout moment connaître effectivement une décrue. Donc je crois aujourd'hui, on peut rassurer les maires, c'est que le marché reprend des couleurs. On a repris. On va reprendre 10% de transactions de volume en plus en 2025. C'est important, on l'avait évalué. Dans quoi ? Enfin, dans l'ancien ? Dans l'ancien, dans l'existant. Je ne parle que de l'existant, je ne parle pas du neuf. Mais le droit de mutation à titre onéreux, principalement, c'est les recettes départementales et des collectivités locales sont portées sur les transactions dans l'ancien. Et donc là, on aura 10% déjà en 2025 d'augmentation selon les territoires, bien évidemment, parce qu'ils évoluent pas tous de la même façon. C'est intéressant, on a les chiffres, il y a une disparité territoriale quand même très forte. Très forte. Ouais. Tous les territoires ne sont pas... Donnez-nous quelques exemples pour ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous regardent à la télévision, il y a une carte qui va s'afficher, mais... La hausse moyenne de l'immobilier France entière, donc c'est 1%, mais il y a des territoires, Paris Centre a augmenté jusqu'à 5% sur certains arrondissements, baisse donc sur l'Île-de-France. Des villes comme Nice continuent notamment de voir leurs prix augmenter. Et Nice, par exemple, est une ville où les prix n'ont jamais baissé alors qu'ils ont été corrigés ailleurs. Donc là, il y a une disparité parce qu'il n'y a pas d'homogénéité des marchés entre eux. La montagne continue d'augmenter, le littoral continue à bien se maintenir et augmenter. Donc le secteur rural reprend un peu des couleurs. Donc tous les marchés ne suivent pas les mêmes évolutions. Oui. Donc, crise de l'immobilier, c'est derrière nous. La crise du logement, c'est forcément lié. Mais Oui, mais on peut avoir une crise de l'immobilier, c'est une crise de logement. Crise de l'immobilier parce que les ponctuels, c'est cyclique, on l'a vu par le passé, nombreuses reprises. Moi, j'ai connu 6 crises du logement en l'espace de 40 ans. Là, c'est 6 crises de l'immobilier en l'espace de 40 ans. Là, on assiste à une crise de logement parce que cette crise, elle concerne à la fois, je dirais, le secteur du neuf, à la fois le secteur de l'existant, le secteur locatif privé et le secteur locatif social. Tous les secteurs sont impactés par une crise qui est brutale et violente. Alors, qui est arrivée... peut-être généré, il y a comme détonateur, c'est un motif économique, l'augmentation subite des taux d'intérêt, mais qui a révélé, je dirais, qui a mis fin à un endormissement, je dirais, si je peux dire comme ça, de notre regard sur l'immobilier. On a eu des années de croissance très fortes et on a regardé ailleurs. Et la maison brûlait. Oui, mais j'ai envie de dire, là, vos maires, ils vont regarder ailleurs, parce que vous parlez de la crise du logement, mais on sait bien que l'élection municipale, c'est très, très néfaste pour le logement, parce que tout le monde veut dire une crise du logement, mais personne ne veut un nouveau logement à côté de lui. Oui, alors ça, c'est la... Est-ce que c'est un des messages que vous allez faire passer aux maires ? Non, mais ça, c'est la crise de la construction. Je crois qu'aujourd'hui... Les années précédentes... Oui, mais c'est lié, vous voyez ce que je veux dire ? Bien évidemment. C'est la même chaîne. Bien évidemment. Mais vous savez, c'est comme à l'Assemblée nationale, il y a 11 groupes parlementaires, tout le monde constate qu'il y a une crise de logement, mais on ne voit pas de propositions adaptées à la situation réelle de notre pays. On voit des positions, je dirais à surenchérir sur une réglementation excessive et ne pas, je dirais, libérer un marché qui est nécessaire. Aujourd'hui, les maires sont, je dirais, prisonniers aussi d'une politique foncière qui n'est plus au rendez-vous. On a introduit un dispositif zéro artificialisation nette qui empêche de libérer du foncier pour faire face aux besoins en construction. C'est absolument épouvantable en termes économiques. Est-ce qu'on peut imaginer un secteur industriel ou autre qui se prive d'une matière première indispensable à un processus de production et créer du logement? Il faut savoir ce que l'on veut. Où on accompagne la démographie et l'évolution de la population. Quand je vois des maires, comme à Bayonne notamment, qui se plaignent de l'afflux de trop de propriétaires de résidences secondaires parce qu'ils ont une croissance, je dirais qu'ils ont des problèmes qui n'ont rien à voir avec un maire dans la Creuse ou dans l'Aveyron ou dans des territoires. Tourisme. Vous me direz, la Creuse et l'Aveyron, il y a aussi du tourisme. Mais de façon moindre. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes. Or, les maires ont toujours eu les pouvoirs d'intervenir sur le droit du sol, pouvoir préempter, pouvoir et notamment avoir une politique volontaire en termes de construction de logements. Mais vous avez raison, généralement, un maire bâtisseur est un maire battu.
Hein. Et aujourd'hui, un maire battu, c'est peut-être un maire sans grue. C'est peut-être là que les élections municipales, un maire sans grue, voilà, oui, sera un véritable détonateur et révélateur, notamment de ce que vont faire les maires. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous, ce sont vos interlocuteurs. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va avoir des maires sans grue, pour reprendre cette expression? Oui, parce qu'il y a des maires qui n'ont pas voulu bâtir. D'autres l'ont fait, ou d'autres ont freiné. Vous savez qu'il y a une ville, moi je suis à Nantes, la maire ne veut plus construire. Voilà. Oui, mais il y a eu beaucoup de constructions aussi. Il y a eu beaucoup de constructions, mais par contre, il y a eu beaucoup de constructions. J'ai pas les chiffres évidemment en tête. Ben, vous voyez, c'est la meilleure démonstration. C'est une ville qui est restée relativement stable et qui n'a pas vu d'augmentation de ses loyers. D'ailleurs, c'est une mairie socialiste, mais il n'y a pas d'encadrement des loyers à Nantes. Voilà. Donc, parce qu'on a construit suffisamment. Il faut avoir un choc d'offres pour faire face effectivement à une pénurie. C'est la pénurie qui engendre une augmentation des prix. Pourquoi on n'arrive pas on reviendra sur le budget actuel, là, parce que vous dites que c'est une catastrophe pour l'immobilier. Mais on a eu, là, je crois, depuis que Emmanuel Macron a été élu président, on a eu 8 ministres du logement. En tout, on a eu 5 gouvernements, 7 ministres du logement, dont un qui est resté 14 heures. Donc voilà, c'est ça la réalité. Mais 7 ministres du logement, moi que j'ai connu en 3 ans. Oui. En 3 ans. En 3 ans, c'est ça, mais moi je vais remonter un peu avant. Si on remonte plus loin, et encore beaucoup plus. J'ai remonté y compris le premier quinquennat. Tout à fait. Mais comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à avoir une politique de logement? Alors certains disent, c'est simple, Emmanuel Macron, il n'aime pas de toute manière, il n'aime pas l'immobilier, il n'aime pas les... Vous savez, on a vécu... c'est pas dans son ADN. D'abord, ce n'était pas dans son programme, et je ne dirais pas que c'est uniquement Emmanuel Macron. Ah non. Toutes les campagnes présidentielles ont laissé de côté une véritable vision pour le logement. Il n'y avait aucune proposition pour le logement dans les campagnes, les 2 dernières ou 3 dernières campagnes présidentielles. Exactement, voilà, tout à fait. Donc, mais comment vous expliquez ça? Parce qu'on a vécu dans l'aveuglement. Vous savez, on a vécu aussi, vous prenez la crise de 2008 jusqu'à aujourd'hui, on a vécu sur des marchés qui ont été portés par une baisse tendancielle régulière des taux d'intérêt. On est passé de 5,50 et on est arrivé à 0,80. Donc pendant ce temps-là, on a alimenté artificiellement un marché via un pouvoir d'achat qui était généré par des taux d'intérêt de plus en plus faibles. Et on a regardé ailleurs, alors que c'était là, au contraire, qu'il fallait agir et suivre notamment les évolutions. Alors, pourquoi ce budget est-il une catastrophe, Loïc Quentin? Pour l'instant, aujourd'hui, nous, on regarde ce qui est octroyé, ce qui est inscrit au Il y a juste la question, pardonnez-moi, la question du statut du bailleur privé. Non, c'est pas uniquement le statut du bailleur privé. Ce qui est important, si vous voulez, c'est de pouvoir loger les Français. Mais les chiffres, ils sont là. Quand vous avez aujourd'hui 2 chiffres simples qui illustrent la tension, 17% des étudiants renoncent à faire des études parce qu'ils ne trouvent pas un logement, ou choisissent le logement avant de trouver la faculté. Vous avez aussi des 19% des propriétaires d'appartements F qui doivent faire des travaux de rénovation énergétique ont plus de 80 ans et n'ont pas les moyens de les faire. Donc on est dans une crise, je dirais, du logement, et notamment qui oblige à dégager des moyens budgétaires. Mais que ce soit sur l'investisseur privé ou l'accession à la propriété, on ne parle même plus d'accession à la propriété, il faut aider une France, je dirais, qui souffre dans l'accession au logement. Et notamment, je parle des ménages les plus faibles. Chose qu'on ne les aide pas. Ouais. La fin du logement social à vie, vous êtes pour? Je pense que c'est pas une question. On voit pas les choses comme ça. C'est direct, c'est que c'est ma question. Aujourd'hui, je pense que il faut inverser le modèle, faire en sorte que le logement social finalement ne soit pas destiné à rester la propriété uniquement des bailleurs sociaux, mais puisse devenir la propriété, et notamment de ceux qui assurent le remboursement via certainement des aides de l'État, notamment et le financement du logement social. C'est-à-dire, je pense, leurs occupants. Et donc, puis y avoir, à ce niveau-là, une possibilité d'accompagner les locataires à devenir propriétaires de leur logement. Juste avant de passer justement au statut du bailleur privé, la question de l'IFI et de réintégration éventuellement des biens locatifs. Où est-ce que ça en est, ça? Là, c'est un amendement qui a été déposé notamment à l'Assemblée nationale, soutenu par un député notamment du MoDem, et qui avait notamment recueilli un accord général et qui avait soutenu. Voilà. Mais à la force de sous-amendements, on est arrivé à une incohérence la plus totale. Au départ, l'IFI, c'était l'impôt sur la fortune improductive, et notamment en considérant qu'un logement mis à disposition d'occupants était en quelque sorte un élément productif, et qui, à ce titre, il ne devait pas être taxé. Et on arrive exactement à l'inverse. On a intégré à la fois tous les logements et tout l'immobilier, plus les avoirs financiers, c'est-à-dire qu'on est revenu finalement, à un ISF, ancienne définition. Mais là, on en est où, là? De toute manière, vous me direz, on n'en sait rien, mais... Non, parce que... C'est dans le budget, Alors, c'est dans le budget adopté à l'Assemblée nationale.
Le Sénat, notamment, lui, a repris la copie initiale. Ouais, donc, dans lequel il n'y avait pas. Je ne pense pas que le Sénat a soutenu cet amendement relatif à notamment la création de l'IFI. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que, en deuxième lecture, est-ce que cette loi sera adoptée? Sinon, eh bien, on ira vers une ordonnance ou un 49.3. Exactement, aux lois spéciales. La question qu'on peut se poser justement, c'est sur cette question du statut du bailleur privé. Alors, expliquez-nous en 2 mots. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, si vous voulez, c'est pourquoi c'était si important et où est-ce qu'on en est? Parce que moi, j'ai entendu, vous avez piqué un coup de gueule. Il y a Pascal Boulanger, qui est le président des promoteurs immobiliers aussi. Où est-ce qu'on en est? Vous savez, que reste-t-il des intentions de nos gouvernements, de nos députés pour soutenir le logement? Il ne restait à cette date que le statut du bailleur privé. En réalité, le statut du bailleur privé, vous savez que le Pinel a pris fin au 31 décembre 2024. Et depuis le 31 décembre 2024, on se rend compte qu'aujourd'hui, la vente de logements neufs est à la peine. C'est-à-dire qu'on a fait la démonstration que sans perfusion fiscale, ce marché ne peut pas vivre. C'est un sujet. C'est un vrai problème. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Oui, justement. Et là, ça aurait été l'occasion de repenser le prix de revient de la construction neuve et comment on peut construire à la fois sur un prix plus maîtrisé en matière de neuf. Et il y a il faut enlever des normes. Comment? Il faut enlever des normes. Oui, il faut enlever des normes et puis peut-être aussi, je dirais, ce qui est imposé aux promoteurs, parce que ça, c'est une véritable hypocrisie française. On impose aux promoteurs de vendre des logements à perte aux bailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'on fait financer sur, notamment, les ventes consenties à des tiers, au travers d'avantages fiscaux, le financement du logement social. C'est à l'État de financer le logement social, et notamment de façon à avoir des réductions. Je vous le donne des prix. Nice, c'est 2 500 € vente à bailleur social, Nantes, c'est 2 400. Voilà la réalité des prix. À Nantes, on vend 7 000 moyenne le prix à un particulier, un investisseur. Donc on ne peut pas continuer comme ça. S'il faut remettre de l'ordre dans un désordre financier pour rendre la construction neuve plus attractive et aussi moins de réglementation et notamment moins d'exigences dans le processus de construction. Nous avons besoin de construction et de logements neufs. Alors, et le statut du bailleur privé, on s'est focalisé là-dessus. Qu'est-ce que ça change là pour les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça change? Oui. Le statut du bailleur privé, c'est une idée. Alors, je vais vous dire, c'est une idée qui avait été portée par la FNM en 2008. Bon, et on peut dire en paternité. Depuis 2008, on en parle et on a cessé d'en parler. C'était juste après la crise des subprimes, mais c'était de dire comment ramener une offre locative. Et on comparait notamment, et le principe était le suivant, moi j'avais contribué à l'époque aux travaux, c'était de dire un bailleur social est exonéré d'impôt sur les sociétés, mais bien évidemment, il pratique des loyers moins chers. On peut considérer qu'un propriétaire investisseur soit exonéré d'impôt sur ses revenus fonciers s'il consacre le même avantage au niveau du loyer. C'est une façon aussi d'amener le secteur privé notamment à fournir des loyers maîtrisés. C'est ça l'idée de principe. Or, cette idée, elle a complètement évolué, elle a dégénéré, et notamment entre le rapport d'Aubresque-Cosson qui était extrêmement, je dirais, illusoire et la finalité. Aujourd'hui, c'est un coup d'épée dans l'eau, il ne se passera rien. Oui, normalement, ça doit rentrer. Justement, il y a le statut, mais c'est les modalités qui vous satisfont pas les modalités, d'abord, premièrement, il n'y a que le neuf qui est concerné. Le neuf en était écarté. Je rappelle quand même qu'avec la loi climat-résilience, on a 700 000 logements considérés comme des passoires énergétiques classées F qui vont sortir du parc locatif dans 2 ans, 700 000 logements. Nous, on demande la suspension de cette indécence parce qu'on n'y arrivera pas. Et les propriétaires ne peuvent pas faire face à ces obligations. Donc le rendez-vous est impossible. Et on essaie de faire comprendre à la classe politique qui a besoin de se mobiliser. Là, il y a urgence parce que c'est 10% du parc locatif qui est composé de 7 200 000 unités. Comment se portent, juste, il nous reste 1 minute, Loïc Quentin, comment se portent les agences immobilières? Je veux l'élargir un peu, parce qu'on a vu pendant cette crise qu'on a traversée, un des grands impact, ça a été la fermeture d'un nombre incroyable d'agences immobilières, mais parce qu'il y avait une bulle qui a fait qu'il y avait plein d'agences immobilières. Et là, du coup, il y en a beaucoup qui ont disparu. Oui, bulle, et simplement, on a perdu 32% des volumes, c'est-à-dire 32% du chiffre d'affaires de toutes les agences immobilières. Donc on a perdu les agences immobilières. On n'a pas les agences immobilières. Combien vous avez, par exemple, à la FNAIM, c'est combien? On a perdu, alors, sur le marché, en globalité, statistique URSSAF, 3 000 entreprises, 15 000 salariés. Voilà l'impact de la crise sur les agences immobilières. Et nous, au niveau de nos effectifs, comme toutes d'ailleurs, on a perdu 11% de nos adhérents. Voilà la réalité. Et j'ose le dire, c'est vrai, c'est une réalité économique et qui nous impacte tous et qui impacte d'ailleurs tous les réseaux, toutes les entreprises françaises qui, notamment, ont pour objet l'activité immobilière. Oui, donc c'est vraiment. Donc c'est un congrès finalement qui s'ouvre dans un climat
combative et déterminée, parce qu'on on lâchera jamais. Sous tension. Sous tension, mais je pense que notre rôle, c'est de faire comprendre qu'il y a urgence à se mobiliser. Le thème du congrès, c'est logement, agir enfin. Agir, enfin, agir, c'est le mot qu'il faut. Merci beaucoup Loïc Quentin, d'être venu là, bon congrès. Loïc Quentin, le patron de la FNAIM, était notre invité.